Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, effectivement, il est 8h20 sur Studio Kalita. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens avant que nous passions à la deuxième partie de cette émission qui sera consacrée à nos invités. Comme je le disais tout à l'heure, le député Meir Habib qui nous parlera de la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron hier à l'Elysée. Et puis le président du CRIF, Francis Khalifa, qui nous parlera de la convention du CRIF qui s'est tenue hier à Paris. Mais avant cela, donc, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias, une revue de la presse que nous allons débuter par le Israël Hayom qui consacre ce matin l'essentiel de sa une à deux développements sécuritaires importants qui se sont produits hier. Le premier est l'attentat commis par un Palestinien à l'entrée de la gare routière de Jérusalem en début d'après-midi. Ce Palestinien s'est présenté devant les portiques de sécurité de la gare routière et alors que l'agent de sécurité Asher El-Maliar vérifiait ses papiers, il a sorti un couteau et l'a poignardé au cœur, le blessant grièvement. Le Israël Hayom, comme d'ailleurs l'ensemble des médias et des sites, relate ensuite le courage d'un civil israélien, Yossi Benamou, un chauffeur de taxi qui a vu la scène, qui est sorti de son taxi, a couru en direction du terroriste en compagnie d'un autre agent de la sécurité. Ensemble, ils ont maîtrisé le terroriste et l'ont livré aux forces de sécurité. Et pendant ce temps, les secouristes du Magen David Adom sont arrivés très rapidement sur les lieux et ont donc acheminé Asher El-Maliar très rapidement à l'hôpital Shaharet Tzedek où il a été très vite opéré. Et comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, selon le chef des services des urgences de l'hôpital de Shaharet Tzedek, le professeur Marine, eh bien, c'est la rapidité d'action des secouristes israéliens qui a permis de sauver la vie d'Asher El-Maliar qui se remet et dont l'état s'est amélioré pendant la nuit et s'est stabilisé pendant la nuit. Il faut noter que, comme le fait le Israël Hayom ce matin, que le commandant en chef de la police de Jérusalem, l'inspecteur en chef Yoram Halevi, a rendu hommage au courage du chauffeur de taxi et également au courage de l'agent de sécurité. Il a affirmé que la gare routière était un endroit où les gens, au lieu de fuir devant la menace terroriste, la combattaient parfois à main nue. Le Yediot Aharonot, qui lui aussi consacre sa une à cet attentat, cite le témoignage du fils d'Asher El-Maliar qui a déclaré que son père a mis en danger sa vie pour sauver d'autres personnes. Et la famille El-Maliar a demandé donc au public de prier pour le prompt rétablissement de ce héros. Le second événement sécuritaire mentionné en évidence en une du Israël Hayom, eh bien, c'est la découverte d'un nouveau tunnel offensif du Hamas qui partait de Gaza et s'introduisait sur plusieurs centaines de mètres dans le sous-sol à l'intérieur du territoire israélien. Ce tunnel a été neutralisé, détruit par le génie militaire de Tsahal dans la nuit de samedi à dimanche. Au sein des forces de sécurité israéliennes stationnées sur le pourtour de la bande de Gaza, on affirme que le grand projet stratégique des tunnels si cher au Hamas a pris un coup dur. C'est en effet la seconde fois en un mois qu'un tunnel de cette importance a été repéré et neutralisé. Côté israélien, on affirme que les services de renseignement israéliens étaient au courant de l'existence de ce tunnel depuis plusieurs mois et qu'ils avaient suivi la progression, on va dire, des travailleurs du Hamas afin de le neutraliser le moment venu. Dans un commentaire en page 2 du Israël Hayom, le général de réserve Gershon Hakohen, qui a été à l'époque, l'un des commandants en chef de l'évacuation du Gush Katif a expliqué que cette découverte donc était une nouvelle victoire de Tsahal, mais il a déclaré comprendre l'inquiétude des civils israéliens des localités du pourtour de la bande de Gaza, qui avance la crainte que Tsahal ne parvienne pas un jour à repérer l'un de ces tunnels construits par les terroristes du Hamas. Et c'est pourquoi, comme dans le cas du chauffeur de taxi à Jérusalem, eh bien, il rend hommage au courage de ces Israéliens qui choisissent de continuer à vivre dans un environnement si incertain. Dans le site NRG, Lilach Chouval semble répondre à l'anxiété des habitants du pourtour de la bande de Gaza et elle explique qu'après plusieurs années de recherche technologique extrêmement poussée, Tsahal dispose enfin des moyens technologiques indispensables pour neutraliser presque systématiquement les tunnels offensifs. Et elle explique également que le Hamas n'a pas aujourd'hui d'intérêt à réagir en provoquant un nouveau round de confrontation avec Tsahal sur le terrain. D'ailleurs, le Yediot Aharonot détaille les prouesses technologiques de ce système de détection. Et Avigdor Lieberman, le ministre israélien de la Défense, affirme que dans le monde, on s'intéresse déjà à ce système de détection israélien, mais pour l'instant, apparemment, Tsahal ne partagera pas son savoir avec d'autres pays.
Pour ce qui est de la tension de ces derniers jours, tension sécuritaire consécutive à la déclaration de Donald Trump, eh bien, sachez que les sites d'information, en particulier le Times of Israel en français, indiquent que l'armée israélienne reste en état d'alerte, tandis que les manifestations de protestation des Palestiniens semblent se calmer. Au sein de Tsahal, on avoue que l'ampleur de la protestation dans la rue palestinienne était moindre que l'on ne l'avait envisagé, mais l'on estime également que ces émeutes pourraient reprendre sous le moindre prétexte, avec le moindre incident. Selon les estimations, la décision de la police israélienne vendredi de ne pas limiter l'accès aux prières dans la mosquée d'Al-Aqsa sur le mont du Temple a contribué à calmer les esprits et à réduire le volume de ces protestations. Les quotidiens et les sites d'information mentionnent en évidence ce matin la rencontre au sommet, dont nous allons parler dans quelques instants avec Meir Habib. La rencontre au sommet hier à Paris entre le Premier ministre Benyamin Netanyahou et le président français Emmanuel Macron. Au cours de la conférence de presse conjointe qui a suivi leur rencontre et leur déjeuner à l'Élysée, le président français a condamné très fermement l'attentat de Jérusalem et toutes les attaques terroristes contre Israël. Une manière pour lui de réagir aux très vives critiques exprimées par Benyamin Netanyahou avant son départ d'Israël envers ce que le Premier ministre avait appelé le double standard de l'Europe envers Israël. Une Europe qui condamne la reconnaissance de Jérusalem comme capitale par Trump, mais qui ne condamne pas les attaques terroristes contre l'État hébreu. Dans son intervention, donc, Emmanuel Macron a également appelé au calme dans la région après la déclaration de Donald Trump, mais il a affirmé qu'il ne partageait pas cette déclaration. Réagissant à cela, le Premier ministre Netanyahou a dit Jérusalem est la capitale, Paris est la capitale de la France, comme Jérusalem est la capitale d'Israël. Les deux leaders sont tombés d'accord pour reconnaître la nécessité de neutraliser l'influence de l'Iran dans la région. Emmanuel Macron a appelé Benyamin Netanyahou à faire un geste courageux en direction des Palestiniens. Il aurait invoqué durant sa conversation avec le Premier ministre le gel de la construction en Judée et en Samarie. Enfin, selon le Yediot Aharonot, Macron a affirmé que tant que les Américains ne feraient pas progresser de leur propre initiative la paix au Proche-Orient, eh bien la France ne prendra pas de démarche partisane. Quant à Benyamin Netanyahou, il a également insisté sur le fait qu'Israël ne pourra tolérer la présence d'instructeurs iraniens sur des bases de missiles du Hezbollah qui sont pointés en direction du territoire israélien sur le sol libanais. D'une manière générale, on affirme tant côté israélien que français que cet entretien s'est déroulé dans une atmosphère cordiale. Aujourd'hui, ce matin, à l'heure actuelle, ou à l'heure où nous parlons, le Premier ministre est reçu à Bruxelles par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il tentera de les persuader d'adopter la même position que celle des États-Unis, et donc de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Une mission qui ne sera pas particulièrement aisée. Par contre, selon le site Ynet, Israël et la Turquie se seraient engagés sur la voie de la rupture et de la confrontation. En effet, les dernières déclarations du président turc Tayyip Erdogan hier vont dans ce sens. Erdogan a qualifié l'État d'Israël, je cite, de pays terroriste qui tue des enfants palestiniens. Et en réaction, Benyamin Netanyahou n'a pas mâché ses mots lors de la conférence de presse conjointe avec Emmanuel Macron. Le Premier ministre israélien a déclaré qu'Erdogan ne nous donne pas de leçons de morale. Il s'agit d'un homme qui emprisonne ses journalistes, qui bombarde les villages kurdes en Turquie et qui aide les terroristes à attaquer des civils, qui a également aidé l'Iran à se soustraire aux sanctions de la communauté internationale. Cette déclaration a suscité une réaction également très vive de la part de l'un des conseillers d'Erdogan. Et hier soir, Erdogan lui-même a continué à s'en prendre à Israël et a affirmé qu'il n'abandonnera pas, je cite, Jérusalem. Les sites d'information mentionnent également un développement important, un développement diplomatique important qui nous vient d'Amérique latine. La chef de la diplomatie du Guatemala, Sandra Roval, a affirmé hier que son pays soutenait la déclaration du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et que le Guatemala a toujours été un pays ami d'Israël et qu'il le resterait. Elle a fait cette déclaration dans le cadre d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays d'Amérique latine, répondant à un journaliste qui lui affirmait que le Guatemala s'était pourtant abstenu lors du vote du plan de partage de la Palestine le 29 novembre 1947. La chef de la diplomatie du Guatemala a précisé que 5 jours après, son pays avait corrigé son vote et soutenu la déclaration et le vote de la résolution 181 et donc soutenu la création d'un État juif. Après avoir fait donc un petit tour du monde diplomatique, revenons en Israël où l'on reparle de l'enquête sur la corruption à la mairie de Rishon LeZion. La police a interrogé à nouveau hier pendant 9 heures
Le président de la coalition gouvernementale, David Bitan, dont la situation semble se dégrader de jour en jour. Le Yediot Aharonot publie ce matin des photos d'un magasin de meubles à Rishon LeZion dans lequel apparemment David Bitan faisait blanchir d'importantes sommes d'argent de pots de vin qu'il recevait de certains responsables de la pègre de cette ville d'Israël. Et en marge, le député Likoud David Amsalem, qui est à l'origine de la loi sur les recommandations de la police, a affirmé hier que dans tous les pays occidentaux, les enquêteurs de la police ne présentaient pas de recommandations à la justice à l'issue de leurs enquêtes. Personne au FBI ne fait la moindre recommandation, a expliqué hier Amsalem. Mais le Yediot Aharonot, qui lui fait campagne contre cette loi, privant la police donc de faire des recommandations au parquet, eh bien le Yediot lui répond en citant justement des déclarations de l'ancien patron du FBI, James Comey, qui a indiqué que de temps en temps, eh bien le FBI fournissait bel et bien des recommandations à la justice américaine. Voilà donc pour ce survol de la presse et des médias israéliens. Il est très exactement 8h30. Nous marquons une petite pause et nous nous retrouverons, j'espère, avec le député des Français de l'étranger, Meir Habib, qui répondra à nos questions autour de la visite de Binyamin Netanyahou à l'Élysée hier. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.